Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Joseph Djogbenou est le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il succède ainsi à Théodore Olo à la tête de la haute juridiction au terme des élections qui ont eu lieu ce jeudi 7 juin 2018. Un nouveau code pénal est voté par les parlementaires à l'hémicycle ce mardi 5 juin 2018. Dans ce journal, les impressions des députés Guy Mitokwe et Gérard Benouchi. Le gouvernement du Bénin a défini des priorités dans l'attribution des bourses et secours universitaires dans certaines facultés. Des détails dans un instant. Joseph Djogbenou est désormais à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'ex-avocat du chef de l'État et ministre de la Justice a été désigné ce 7 juin 2018 pour présider la 6e mandature de la plus haute juridiction. Il sera assisté dans ses nouvelles fonctions par les 6 autres sages de la dite Cour, dont Razaki, Amouda et Sifou, le nouveau vice-président. Ils ont tous prêté serment ce mercredi 6 juin. Le chef de l'État a reçu leur serment, comme le prévoient les tests à cet effet. Dans nos prochaines éditions, il vous sera proposé un portrait de Joseph Djogbenou, le président de la 6e mandature à la Cour constitutionnelle du Bénin. Et justement, tous les regards sont déjà tournés vers le président Joseph Djogbenou sur le code pénal. Un nouveau code dont dispose le Bénin depuis hier au terme du vote des députés à l'Assemblée nationale. Le dernier texte de loi proposé par l'exécutif sous la houlette du ministre Djogbenou s'accorde avec les réalités béninoises et les délits contemporains. Le commerce de l'essence en dehors des installations spécialisées, le terrorisme, la cybercriminalité et bien d'autres délits sont désormais assortis de peines. Voici quelques aspects de ce code. L'article 929 de la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin stipule, je cite, « Le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, mélange de temps, ainsi que les lubrifiants aux abords des rues, dans les agglomérations et tout endroit autre que les dépôts et installations de la Sonacop ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibés. Cette activité est désormais frappée d'une amende de montant qui correspond au double de la valeur des produits saisis et dont la base est fixée à 100 000 francs CFA. Il faut noter que l'article 930 prévoit des peines d'emprisonnement qui vont de 3 mois à 3 ans. L'article 8 souligne le caractère imprescriptible des crimes économiques, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ajoutons que l'article 18 confère au maire la qualité de police judiciaire. De même, les officiers de police judiciaire sont assujettis à la notation du procureur général et peuvent subir des sanctions selon l'article 22 et suivant. Il faut noter que le nouveau code pénal renforce les prérogatives du garde des Sceaux. Il qualifie les délits actuels qui n'étaient pas pris en compte dans l'ancien code. Parlons de code, les députés à l'Assemblée nationale ont adopté en séance plénière ce lundi 4 juin 2018 la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin. En attendant sa promulgation, ce document de 1007 articles répartis en 4 livres suscite déjà des commentaires et des remous au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Ainsi, ESAE TV s'est rapproché de 2 députés de l'Assemblée nationale présents lors du vote afin d'appréhender les enjeux. On écoute Guy Mitokwe et Gérard Benouchi, respectivement députés de la minorité et de la majorité. Honnête que c'est quand même un pas de géant que ce code puisse être voté. Mais j'insiste là-dessus, les conditions dans lesquelles le code a été voté sont des conditions de forcing et comme je l'ai dit, sont des conditions de totalitarisme et c'est digne d'une époque stalinienne. Les dispositions qui, ma foi, ne sont pas des dispositions qui seront en faveur des libertés pour lesquelles les pères fondateurs de notre République se sont battus. Lorsque vous prenez par exemple au niveau de l'article 238, il est question au niveau de l'article 238 de l'interdiction des attroupements. Le petit 1 dit
tout attroupement armé est interdit. Vous serez d'accord avec moi que, effectivement, dans un état de droit, tout attroupement armé est interdit. Mais lorsque le petit D dit tout attroupement non autorisé est interdit, je dis c'est une aberration, je dis c'est un pas de dictature. La deuxième chose, lorsque vous prenez l'article 239, au niveau de l'article 239, il est clairement dit que tous ceux qui seront pris dans un attroupement non armé seront sanctionnés, soit de 3 mois allant de 3 mois de prison à 1 an de prison. Mais ce qui est grave dans les dispositions de l'article 239 qui se poursuivent au niveau de l'article 241 et d'une manière sommaire au niveau de l'article 244, c'est que désormais, il pourrait être appliqué à tous ceux qui seront pris et sanctionnés et condamnés les exigences de l'article 48. L'article 48 parle de quoi? L'article 48 parle du retrait du droit de vote, du retrait de l'éligibilité et d'un certain nombre de sanctions allant jusqu'à la famille et aux enfants. Pour nous, c'est de trop dans ce code pénal. Lorsque vous prenez un autre article au niveau de toujours ce code pénal qui a été voté, l'article 930, qui parle désormais de la suppression ou de l'interdiction, je dirais. Il a été dit en disposition du respect du code de douane en République du Bénin. Tous ceux qui commercialiseront, qui transporteront et qui distribueront les produits pétroliers désormais seront sanctionnés en République du Bénin, condamnés. Je pense que la peine en ce moment bien précis évolue une fois de plus de 3 mois à 1 an. Je trouve aussi que c'est un excès de la loi. C'est un excès dans ce sens que avant d'imposer une telle exigence aux populations, il faudrait bel et bien prendre des dispositions. Parce que vous convenez avec moi aujourd'hui que la distribution, la commercialisation et le transport des produits pétroliers dits dans notre pays le paillon, vous comprenez avec moi aujourd'hui que c'est une filière. C'est une filière aujourd'hui qui nourrit pas mal de familles dans pratiquement toutes les régions du pays. Je ne refuse pas le fait qu'on puisse désormais chercher à officialiser, à officialiser la réorganisation de ce secteur. Même si le gouvernement devait aller jusqu'à la suppression, le gouvernement devait prendre en amont des mesures. Parce que ceux qui le disent ne sont pas du tout de bonne foi. Ou s'ils sont de bonne foi, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Dans tous les pays du monde, l'attroupement, en son essence même, est interdit par la loi. Cela est à distinguer des marches que des associations peuvent être amenées à faire, pour que des groupes, des corps de la société peuvent être amenés à faire. Et nous sommes sous un système déclaratif. Il déclare que nous voulons marcher selon tel itinéraire et la force publique est informée pour les encadrer. Les attroupements donc sont interdits, qu'ils soient armés ou non armés, sont réprimés. Et il appartient donc à toutes les autorités détentrices de la force publique, notamment les préfets, de juger si un attroupement non armé est de nature à troubler l'ordre public, à troubler la quiétude publique ou pas. Donc ceux qui disent qu'on doit autoriser les attroupements, non. Dans son essence, le mot attroupement même est un mot récriminé. Donc ce n'est pas permis. Ça, c'est la première réponse que je puisse donner à la première manche de votre question. La seconde qui récrimine donc l'interdiction faite par le code pénal que nous avons voté de la vente de l'essence frelatée aux abords des routes. Les gens parlent comme si c'était une nouvelle loi que nous avons votée. Il ne s'agit pas d'une nouvelle interdiction. Cette interdiction existe depuis fort longtemps dans le code douanier. Cette interdiction existe dans les règlements. Sinon, sur quelle base les gouvernements successifs ont pu avoir des comportements de tentative de répression de ce commerce? Parce qu'il y a des textes qui l'interdisent. C'est pour ça que ces gouvernements successifs ont pu tenter donc
de réprimer l'événement. Mais compte tenu de l'ampleur sociale du phénomène, que cela est devenu, que cela a pris, les gouvernements ont été réticents à réprimer. Mais ce n'est pas pour cela que, en législateur responsable, où nous voulons maintenant rédiger le code pénal, le code pénal, qui, comme vous l'avez dit, est dans les tiroirs de l'Assemblée depuis près d'une vingtaine d'années, où nous sommes en train de regrouper toutes les lois éparses qui existaient en matière donc de répression pour les réunir en un corpus unique appelé code pénal, que nous allions dire que le commerce de l'essence est libre. Non, nous serions alors un pays entièrement à part au monde, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui a libéralisé la vente du commerce de l'essence. Mais une chose est de voter la loi, une autre chose est sa mise en application. Et les gouvernants sont aussi responsables pour savoir que pour la mise en application effective de cette loi, il faut des conditions préalables. Bancarisation, mensualisation et fixation des quotas. Le gouvernement du Bénin accorde désormais une priorité dans l'attribution des bourses et secours universitaires dans certaines facultés. Cela entraîne des réformes au niveau du fonctionnement et des missions de la direction des bourses et secours universitaires du Bénin. Plus de détails dans ce reportage signé Osseni Adeleke. Au nombre des structures et institutions gouvernementales qui ont connu de temps de réforme depuis l'avènement du président Patrice Talon, la direction des bourses et secours universitaires du Bénin n'est pas épargnée. Dans le système d'attribution de ces allocations universitaires, le directeur général des bourses et secours clarifie les points essentiels de ces réformes et explique quelques améliorations sur la prestation de ce service. La fixation des quotas de bourse n'est rien d'autre que des nombre prédéfini de boursiers par filière et par domaine prioritaire. Vous savez, il s'agit là de l'un des principes qui gouvernent l'octroi des allocations d'études universitaires. Dans le décret numéro 2017-155 du 10 mars 2017, trois principes peuvent être énumérés. Et le premier principe, c'est le principe de non-cumul de deux allocations. L'étudiant n'a droit qu'à un seul type d'allocation. Il peut être boursier, il peut bénéficier d'aide, mais il ne peut pas bénéficier de deux types d'allocations à la fois. Il y a le second principe qui est le principe d'attribution des allocations sur quota en fonction des priorités de l'État. Il y a des domaines aujourd'hui qui constituent des priorités pour l'État. Exemple de domaines prioritaires pour l'État, il y a l'agriculture, il y a les transports, il y a les mines et les énergies, il y a l'artisanat, il y a le tourisme et la culture. Lorsque un étudiant, après son bac, prend en compte ces domaines pour opérer ses choix de filière, il a plus de chances d'être boursier pour la simple raison que ces domaines vont recueillir désormais le plus grand nombre de bourses, le plus grand nombre d'effectifs de boursiers. Par contre, les domaines qui ne constituent plus aujourd'hui des créneaux porteurs ne recueilleront plus suffisamment d'effectifs de boursiers. Un exemple très simple, lorsque nous considérons par exemple que l'eau est un domaine prioritaire pour l'État, l'Institut national de l'eau à l'université aura un effectif de boursiers très élevé. Si bien qu'il est possible pour les étudiants de devenir allocataires ou précisément boursiers sans avoir eu 5 ans qui étaient précédemment exigés d'eux. Autrement dit, il est possible même d'avoir 10 et de devenir boursier. Par contre, il est possible d'avoir une forte moyenne et ne pas être boursier. Le tout dépend de l'orientation qui a été faite, le choix de filière qui a été fait. Et bien évidemment, il y a ce critère, le critère d'âge qui est de 21 ans
au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat. Mais le choix de la filière est très important en ce sens que les filières liées au domaine prioritaire de l'État vont désormais recueillir le plus grand nombre de boursiers. Entre autres réformes effectuées au sein de cette structure du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et professionnelle, celle de la fixation de quotas paritaires, de l'octroi des bourses et secours dans les universités du Bénin fait couler de salive chez certains étudiants. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Oui, parce qu'il y a nos amis étudiants qui essaient de travailler pour avoir leur bourse pour pouvoir étudier sur le campus. Parce que bourse là, ça aide beaucoup de personnes. Mais avec ce problème qu'on a maintenant, avec 10 quelque chose de bourse, il y a d'autres qui travaillent, qui ont 14, qui ont 16 de moyenne, mais leurs noms ne sortent pas. Ça ne nous donne pas de bonne humeur. Parce qu'on a besoin des bourses, des allocations pour travailler sur le campus. Il y a des gens pauvres parmi nous, il y a des gens riches. Donc c'est à cause de ces bourses qu'on a un peu du courage pour travailler. Non, bon, j'ai pas une position. Qu'on s'entend ou pas, voilà, la chose est faite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas. Désormais, c'est à la banque, c'est mieux. Si tu vas recevoir l'argent, mais vous savez que on te dit qu'il y a ça à payer encore de plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Vaut mieux prendre ça à la banque et recevoir ce que tu as dedans, c'est tout. Ces allocations nous permettent, nous les étudiants, de pouvoir nous en sortir. Vous savez, la vie d'étudiant, c'est pas facile. Mais quand subitement un décret qui sort et ça vous supprime, ces opportunités, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais vrai, tu peux avoir 10 et avoir la bourse. Comme ça aussi, tu peux avoir 14 et perdre cette bourse au bac. Maintenant, la manière dont le gouvernement a procédé pour pouvoir faire la sélection, je vois que c'est un peu bizarre. Pour le directeur général des bourses et secours universitaires du Bénin, la fixation des quotas par l'État de l'octroi des bourses et secours universitaires est un système qui vient faciliter et va apporter des solutions aux questions de chômage et de sous-emploi au Bénin. Les consommateurs béninois portent un grand intérêt au fromage local fabriqué à base de lait de vache appelé wagashi en langue nationale d'Indi. Il est parfois utilisé dans une sauce en lieu et place du poisson et de la viande. De la préparation à la consommation, le wagashi passe par plusieurs étapes, notamment sa conservation. Un reportage signé Yannick Adoro. Le fromage à base de lait de vache, communément appelé wagashi au Bénin, est un produit très aimé par les consommateurs béninois. Pour satisfaire la clientèle, les vendeurs du grand marché d'Antokpa s'approvisionnent dans diverses régions du pays. Le fromage là, ça provient du bœuf quoi. Donc ça dépend de son pays. Il y a pour Bassa, pour Parakou et Bangouin aussi. Afin d'éviter la putréfaction du fromage, ces vendeuses adoptent des méthodes précises. Si ça nous reste, des fois on prépare, des fois on prend de l'eau chaude, on fait ça sur ça. Coco, oui. Mais on prend ça et on fait ça et c'est en rouge avec de l'eau et on met ça sur ça ou bien on met ça sur le feu. Et si ça c'est bien, c'est chaud et on met ça sur ça. Il existe un autre type de fromage qui se commercialise au Bénin. Contrairement à celui fabriqué à base du lait, ce dernier est fait avec du soja. Qu'il soit à base de lait de vache ou à base du soja, le prix des fromages varie selon la quantité et la qualité. Ça varie. Et des fois, l'unité là c'est 200, 300, 500. Des fois, il y a pour 300, pour 400. Et des fois, il y a pour les grands 1000 francs, 300, 3000. Ça varie quand même. 500. Des fois, 500 de ton. Vous êtes de Midele, ça 550, 600. Mais à ça, on a eu ça. À mon nom, à tout quoi dire, si ça non, le fromage au calaïo, on a gagné. Les fidèles consommateurs n'ont aucun mal à les distinguer et à choisir en fonction de leurs préférences. Nous, c'est à quand on a une différence de mais et nous, l'idée nous go si tout le monde on lève un wawa et nous à comme ton dans la couleur pas de demi. Un photo de baïga be bloji di mais on a go calé.
Le fromage, sous diverses formes, circule dans le marché béninois et à chacun son prix. Dans un monde où la concurrence est rude et les risques liés à la consommation de certains produits perdurent, il revient donc aux clients d'exiger la qualité car seule la qualité fait la différence. 8 équipes de la Ligue 1 de football du Bénin chaugent leurs effectifs depuis hier au stade René Pleven de Cotonou en attendant le lancement de la saison 2018-2019. C'est à travers une compétition organisée par le bureau directeur des Dragons de l'Ouémé et qui est dénommée le tournoi de la solidarité. Pour le compte de la première journée dans le groupe B, la jeunesse sportive de Koubé a opposé une belle résistance face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Aspac a mené par 2 fois. Aspac s'est fait rejoindre et a même failli perdre la partie. Au thème d'une rencontre à couteau tiré, l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac, a arraché le point du match nul 3-3 face à la jeunesse sportive de Poubet, JSP, au stade René Pleven le mercredi 6 juin 2018, en ouverture du tournoi de la solidarité. En première période, les portieurs ouvrent le score à la 16e minute par l'entremise de Anthony Salamon. Mais ils tombent dans les travers comme lors du championnat dernier. À 9 minutes de la pause, Alimi Hakim en profite pour égaliser pour son équipe promue en Ligue 1. Avant le tournoi, on avait donné un temps de repos aux joueurs. C'est après qu'on les a rappelés pour faire le tournoi. Donc, ce laps de temps que les joueurs ont pris pour se reposer là, c'est en train de se ressentir immédiatement sur le terrain. On savait que vers la fin du match, on va avoir des problèmes face à cette équipe qui est typiquement anglo-saxon, qui envoie que les longues balles sur notre défense. Et parce que la pause va nous faire du bien, on va essayer de corriger le tir pour la deuxième mi-temps. Après la mi-temps, le maire public venu suivre le match assiste à un festival de buts. Les points du coach Ibrahim Aboudou acculent leurs adversaires. Ils reprennent logiquement l'avantage. David Kandi prend à défaut le dernier rempart de Poubet sur une frappe à l'entrée de la zone de vérité. L'Aspac pense avoir fait le plus difficile, mais les portuaires se sont endormis à nouveau. Leurs adversaires les punissent en moins de 2 minutes. Ils recollent d'abord au score à la 77e minute grâce à Kenneth Wilson sur penalty. Ensuite, Alimi Hakim signe son doublé en envoyant un bolide de 35 mètres sous la barre transversale du gardien portuaire à la 78e minute. Ce retournement de situation réveille Antonin Kassa et ses partenaires. Cependant, ils sont réduits à 10 suite à un mauvais geste de Gaston Humbegi entré en jeu en seconde période. En infériorité numérique, les joueurs du port autonome de Cotonou parviennent à rétablir la parité à 4 minutes du terme du match par l'intermédiaire de Nestor Ahove. Il faut dire qu'on n'a pas été concentré derrière, il faut le reconnaître. Si on était concentré, je crois que ce que l'arbitre est en train de siffler, il faut aussi voir dans ces conditions, c'est un peu difficile. Mais il faut reconnaître qu'on n'est pas concentré, c'est ça qui a fait qu'on a pris certains buts. Et une bonne réaction après, je crois qu'il faut féliciter les uns et les autres, surtout les amis. On va continuer le travail, je crois que ça va aller. À la mi-temps, on a motivé les joueurs. Puisque à l'entame du match, ils n'étaient pas dedans. Hein? Je ne sais pas si c'est la peur ou bien quoi. On les a remontés, de jouer avec eux. On les a motivés. C'est ça qui a donné ce que vous avez vu en deuxième partie. Même si ce résultat nul peut être considéré comme une contre-performance pour les portuaires, c'est un point qui va compter à la fin de la phase de groupe. Car dans l'autre match de la poule B, l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, également promue en Ligue 1, a pris le dessus sur Soleil FC 2-1. Ibrahim Aboudou, l'entraîneur de l'Aspac, est conscient des faiblesses de son équipe. Il se réjouit néanmoins du style de jeu auquel ses joueurs se sont confrontés. Avec son compère de la JSP, il rejoue le match et annonce leurs ambitions. C'est vrai, tu as fait une très bonne analyse. C'est effectivement sur cet aspect-là qu'on va travailler les prochains jours. Il y a des passages clairs qu'on fait que moi je ne comprends pas. Et on est dans le match et subitement... Les enfants sont plus concentrés, ils quittent le match 5 minutes. Et nous, à Aspac, on n'a pas le droit de faire 5 minutes, de ne pas dedans pendant 5 minutes. On est puni immédiatement. Et il faut encore réagir. Donc c'est un aspect je vais voir avec les joueurs sur le plan mental. Je ne sais pas ce qui amène ça, mais on va aller avec eux pour voir. Mais j'ai apprécié quand même l'ensemble du match. L'équipe adverse nous a vraiment imposé un style de jeu qu'on voit rarement. Dans nos championnats, c'est un football direct, anglo-saxon, on met de la combativité, de l'agressivité. Et ces footballs-là créent souvent des problèmes à Aspac.
Là, on saura prochainement, face à ces équipes, comment réagir. Mais la réaction de mon équipe en deuxième mi-temps m'a plu. Pendant au moins les 30 premières minutes, on a pu poser le ballon, on a pu faire circuler le ballon, on a pu étrier les espaces pour pouvoir imposer notre style de jeu. C'est ce que je leur demandais, de confisquer le ballon, de faire courir l'adversaire, de passer par les côtés, parce qu'ils ont créé un surnombre dans l'axe de la défense. Il faut contourner ce bloc-là. C'est ce qu'on a fait pour marquer les 2 buts. Mais malheureusement, on a encore eu un passage à vide de 5 à 10 minutes qui nous a coûté très cher, avec l'expulsion de Gaston qui a commis une bêtise. Donc heureusement qu'on n'a pas baissé les bras, on a su réagir à temps pour revenir au score. Donc quand on voit cette physionomie, on peut ne pas que satisfaire. On accepte de prendre un point en ayant espoir que les 2 prochains matchs, on va faire le plein. Par rapport à l'effectif, on se cherche toujours. Parce qu'on n'a pas encore un effectif fixe. On a amené les joueurs pour les tester, afin de retrouver l'effectif même. Par rapport au tournoi, nous on est venu pour remporter le trophée. C'est notre objectif. En quittant la maison, c'est notre objectif. On est venu pour remporter la coupe. Aspac dans une compétition, même si je vous dis maintenant que je vais seulement juste jouer, vous n'allez pas croire. Aspac en championnat, au moment où je disais que je joue le maintien, les gens disent que c'est faux. Donc Aspac, c'est un label. Aspac, on vit avec la pression tous les jours. Aspac n'a pas droit à faire un match nul, n'a pas droit à une défaite. Mais c'est comme ça le football. Ce tournoi, nous visons remporter le tournoi. On fera tout pour accomplir cette mission-là. Mais on sait que ça serait difficile parce qu'il y a des équipes de part et d'autre, mais on sait ce que ça déjà. C'est un avant-goût des difficultés qu'on a eues aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.